Oui, merci beaucoup de me donner un peu la parole. Simplement pour m'étonner que personne n'ait évoqué dans notre société qui se voudrait démocratique ce problème gravissime des millions d'enfants qui sont tués au sein de leur maman, des enfants qui sont fabriqués, la marchandisation, maintenant ce grave problème qui a été évoqué de l'intelligence artificielle avec les personnes transformées en sorte de cyborgs que l'on pourra déconnecter et qui seront des esclaves. Enfin, je ne sais pas, il faut réfléchir beaucoup plus. On a beaucoup parlé de démocratie, mais les citoyennes, les citoyens qui sont là doivent quand même s'interroger sur les conditions d'une vraie démocratie. Si la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, à travers le peuple, pour le peuple, on ne peut pas accepter de tuer, car il faut prendre les choses avec les mots qui correspondent à la réalité, de tuer des enfants en bas âge, d'envisager d'euthanasier, c'est déjà fait d'une manière subreptice, les gens qui coûtent cher à la sécurité sociale, les personnes qui sont malades, les gens gêneurs, ça ne va pas. C'est les sociétés totalitaires qui ont pratiqué ça, on le sait. Pas seulement le stalinisme, le communisme, voyons. Et maintenant, on a une autre sorte de société totalitaire qui veut s'installer. Ce n'est pas admissible. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est pas possible. Alors, je vous demande à tous, interrogez-vous en conscience. Peut-on accepter que notre société tombe dans le totalitarisme tranquillement? Ça ne peut pas durer. On ne peut pas. Ça va mal. Il faut refonder la société. Et comment la refonder sinon sur une loi d'amour de la vie? C'est tout, Madame, mais c'est beaucoup Madame, à tous les niveaux, j'ai plus de voix. dans tous les corps intermédiaires. Madame, Voilà. merci beaucoup parce que c'est des problèmes compliqués de conscience et ils ne sont pas dans le champ de la discussion démocratie et citoyenneté de ce soir. Alors, tu as une main levée devant toi. Là, oui. Oui, bonsoir. Bon, je voudrais intervenir sur plusieurs points, là, excusez-moi. Alors, merci. D'abord, la citoyenneté, je pense qu'elle s'exerce à plusieurs niveaux. Alors, on est citoyen d'un pays dont on a la nationalité, me semble-t-il. Ça pose de questions à personne. Ensuite, on est citoyen, moi je me considère comme citoyen européen, citoyen français, citoyen européen. Il y a même des gens qui se considèrent comme citoyens du monde. Et ça me paraît tout à fait légitime. Bon, alors, on est aussi citoyen au niveau où on est. Moi, j'habite Pau, je me considère comme citoyen de la ville de Pau, citoyen du département et citoyen de la région. Et autant la citoyenneté liée à la nationalité donne le droit de vote, ça, bon, c'est bien un droit, et bon, certains parlent d'en faire un devoir. Bon, ça, c'est un droit. Je pense qu'on pourrait aussi considérer que les citoyens qui sont donc citoyens de la ville, du département, de la région, sont les habitants, depuis un certain temps de cette région, et donc ça pose, et je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est plus une question de nationalité, je pense que toutes les personnes habitant, dont y compris les étrangers, devraient pouvoir voter à ces élections locales. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, la démocratie. Il faut faire attention au terme démocratie. Je suis désolé d'entendre, par exemple, des journalistes, j'ai rien contre les journalistes, mais bon, c'est eux qu'on entend, dire, par exemple, que le golf se démocratise, que le tennis s'est démocratisé, ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça. C'est de la vulgarisation. Et je pense que on doit tous faire attention aux termes qu'on emploie. Si les mots ont un sens, il faut faire très attention. Alors, par rapport aux députés, par exemple,
nous sommes un peu tous responsables du rôle qu'on fait jouer à nos députés. Pendant longtemps, et ça existe encore, hein, le député, c'était la personne qu'on allait voir quand elle était à sa permanence parce qu'on avait un problème personnel à régler. Le fiston à faire rentrer dans une boîte, et ça, tout le monde le sait. Je pense que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, les députés, normalement, il faut savoir le rôle qu'on donne à chaque homme politique quand on vote. Les députés, normalement, ils sont faits pour voter les lois. Alors, ils représentent, c'est vrai, la région d'où ils sont issus, dans la mesure où, avec le système qu'on a aujourd'hui, parce que si on a un jour une proportionnelle totale, il faut savoir que les élus ne seront plus censés représenter leur région, puisqu'ils pourront être élus de n'importe où, c'est-à-dire qu'on votera, si c'est à la proportionnelle, comme intégrale, on votera pour des gens qui ne sont pas... On votera pour une équipe qui comporte des gens qui sont de n'importe quelle région, mais pas forcément de la nôtre. Mais c'est quelque chose qui ne me gêne pas si on devait en arriver là, mais il faut savoir que les députés, ils sont faits pour voter les lois. Ils ne sont pas faits pour venir faire du clientélisme, pour être élus le prochain coup dans leur permanence. Et je pense que si on est un peu tous responsables de ces situations-là. Ensuite, il y a un problème par rapport à la... C'est pas par rapport à la démocratie, mais les élections présidentielles, Macron a fait, à mon avis, la même erreur que Chirac en 2002. Il n'a pas voulu ou pas eu conscience qu'il a été élu, non pas sur son programme, comme il nous dit, il a été élu surtout sur le rejet de son adversaire. Et donc, parmi les gens qui ont voté Macron, il y avait plein de gens qui étaient porteurs d'idées de gauche, quelques-uns d'idées de droite, bon, d'autres d'idées du centre. Je ne sais jamais trop ce que c'est le centre, mais enfin, bon. Et si vous réfléchissez, vous allez trouver. Non, mais justement, j'ai un bon exemple en face de moi, c'est pour ça que je dis ce que je dis. Bon. Mais je ne veux pas faire d'attaque personnelle, on n'est pas là pour ça. On n'est pas non plus en campagne, M. Bayrou. Voilà. Moi, en tout cas, pas. Ensuite, moi, en tout cas, pas. Oui, non, mais vous avez eu quelques expressions tout à l'heure où on aurait pu penser que vous l'étiez. Bon. Mais bon, allez, je ne veux pas faire de polémique là-dessus. À mon avis, ce n'est pas le sujet. Bon. Ensuite, voyons, je voulais dire, oui, le vote blanc. Le vote blanc, bon, aujourd'hui, en fait, on les décompte, les votes blancs. On compte les blancs et les nuls. Bon, parce que souvent, les votes nuls, quand on a été quelquefois dans les bureaux de dépouillement, les votes nuls, c'est des votes qui sont en fait des votes blancs, parce que c'est pas que les gens se soient trompés, hein, ils ont mis des trucs dessus, ça rend le vote nul, mais c'est de fait la façon de ne voter pour personne. Ce n'est pas toujours des erreurs. Il y a peu d'erreurs, en fait. Voilà. Donc, et le vote blanc, alors il faut savoir, ça a été évoqué, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Alors, vous dites, M. Bayrou, le vote blanc, au premier tour, c'est peut-être pas très bon. Moi, je pense que, honnêtement, nous sommes tous différents. Et c'est une chance, heureusement. Parce que quand on est tous différents, ça pose un peu problème. Il y a eu des régimes où tout le monde marchait dans le même sens, c'était pas terrible. Alors, nous sommes tous différents. Évidemment que nous n'avons aucun candidat qui corresponde exactement à ce que nous voudrions. Bon, alors on a quand même la responsabilité de voir celui qui est le moins différent de ce qu'on voudrait. À la limite, on peut voter par défaut comme ça. Dire qu'on n'a jamais aucun candidat qui convienne à ce qu'on veut, quand on est en France, quand on a, quel que soit le type d'élection, quand on voit le nombre de candidats ou de listes qui sont en présence, bon, dire qu'on n'a personne pour qui voter, moi je trouve ça un peu délicat. Alors au second tour, c'est vrai, on n'a plus que 2 ou 3 listes quand c'est les élections locales, ou on n'a plus que 2 candidats quand c'est la présidentielle, puisque la loi est comme ça. Bon, alors là, c'est différent. Effectivement, on a beaucoup moins de choix. Bon, alors, mais donc, on peut comptabiliser le vote blanc. Il reste à savoir ce qu'on en ferait. Bon, certains disent qu'il faut annuler l'élection, il faut en refaire une autre. Bon, ça peut, bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Et franchement, personnellement, aujourd'hui, je considère qu'on les compte, les votes blancs. Alors, on peut les compter demain. Est-ce que ça fera voter davantage les gens? Je ne suis pas favorable au vote obligatoire parce qu'il me semble que c'est une atteinte à la liberté. Bon, alors, il y a des gens qui ont de bonnes raisons de ne pas voter, ils peuvent avoir un problème. Il y a des gens qui ne veulent pas voter, ils préfèrent aller à la pêche. Ça, ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je crois qu'on a tout
toute une éducation à faire pour qu'effectivement les gens aient envie d'aller voter. Et rendre aussi peut-être les votes plus intéressants. Je vous dis ce que j'ai dit avant, ça veut dire ça. Je voulais dire juste un petit mot sur les médias. Bon, les médias, ils sont ce qu'ils sont. On a la chance en France d'en avoir beaucoup. Il y en a peut-être trop, je ne sais rien, mais bon. Mais on peut choisir. Hein. S'il y en a un qui ne nous plaît pas, on s'adresse à l'autre. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je vois à la télé, même ce que je lis dans le journal. Bon, mais je ne suis pas d'accord. Bon, voilà. Mais il faut savoir être critique. Voilà, c'est tout. Ensuite, la décentralisation. Il faut être très... je voudrais dire un truc sur la décentralisation. C'est sans doute bien, mais on arrive à des situations, par exemple, au niveau, un cas particulier qui dépend des départements. L'APA, par exemple, l'aide aux personnes dépendantes, elle n'est pas la même, elle n'est pas traitée de la même façon dans tous les départements. Je pense qu'au niveau national, c'est pas supportable, ça. Il faudrait que toutes les personnes qui sont en situation de dépendance, quel que soit l'endroit où elles habitent, elles devraient être traitées de la même manière. S'il est dans les Landes ou s'il est dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est-à-dire que s'il est à Arzac ou il est à Dax, il ne sera pas traité de la même façon. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas monopoliser davantage. Merci beaucoup. Mademoiselle au premier rang. Bonsoir à tous, monsieur le maire. On se demande pourquoi souvent les jeunes ne sont pas ici, alors je vais essayer de répondre du mieux que je peux parce que c'est assez compliqué. En fait, je pense qu'on n'est pas forcément en accord avec vous. On n'a pas le même point de vue. Chacun a ses priorités. La jeunesse, elle n'a pas forcément les mêmes que vous. Je pense qu'on a beaucoup plus d'espoir. Quand j'entends les gens parler ici, j'ai l'impression qu'ils s'apitoient sur leur sort, qu'ils n'ont plus d'espoir, qu'ils sont tristes. Et c'est pas ça la vie, en fait, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même de l'espoir. Malgré tout, enfin, bravo. Non, c'est pas folle jeunesse. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit je vois mes parents travailler, avoir des difficultés comme tout le monde. La jeunesse travaille l'été, paie ses études, on fait du mieux qu'on peut. Mais on a quand même un espoir, on a envie d'y croire en fait. Faut pas se dire que le monde est tout noir ou il est tout blanc, il est gris. Donc voilà, enfin, chaque génération a eu ses problèmes et c'est pour ça que peut-être qu'on n'est pas là parce qu'on pense que la jeunesse, parfois, elle est un peu à côté de la plaque. Malheureusement, non, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes opinions. C'est juste que, par exemple, la transition écologique, pour nous, à nos yeux, c'est quelque chose de très, très important parce qu'on n'a pas envie d'avoir une planète qui ne ressemble plus à rien, même si c'est déjà le cas, en fait. Donc c'est vrai qu'on a peur de venir ici parce qu'on va nous dire vous êtes trop jeune, vous n'avez pas assez vécu de choses et tout ça. Et en fait, c'est pas forcément vrai, tout ça, ce que les gens peuvent penser. Donc c'est dommage. Après, j'ai aussi quelque chose à dire sur le vote. Il y en a qui pensent qu'il faut le mettre à 16 ans. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose parce que les jeunes n'ont pas la maturité atteint à cet âge-là. Je pense que c'est les études supérieures qui font qu'on atteint une maturité parce qu'on voit de nouvelles matières. Je suis à la fac de droit à Pau et on voit... Avec de brillants professeurs. Oui. Ça nous permet de voir une autre vision de la vie, en fait, d'atteindre dans des études supérieures. Donc moi, je pense que mettre le vote à 16 ans, c'est une mauvaise chose et il faudrait rendre le vote obligatoire parce que quand j'entends parler les gens, alors j'ai rien contre ceux qui ne votent pas, je pense que c'est quand même important d'aller voter parce qu'on s'exprime, on exprime son opinion et c'est quand même très très important. Et dire oui, je ne vais pas voter, après être mécontent, ça, je suis désolée, mais j'admets pas. Alors même si vous ne voulez pas un président et vous n'avez pas voté celui-là, allez voter. Comme ça, vous montrez que vous n'êtes pas en accord, mais allez voter, votez blanc, votez nul. Mais allez voter, c'est important de s'exprimer. Peut-être que ça va faire prendre conscience aux politiques, à toutes les personnes qui sont ici, qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas en se disant « je ne vais pas voter » que ça va arranger les choses. Bien au contraire, ils vont se dire « bon, les gens ne vont pas voter, ils n'en ont rien à faire ». Au contraire. Alors je pense que rendre le vote obligatoire, c'est une bonne chose. Eh bien, c'est une note de fraîcheur bienvenue. Voilà. Monsieur avec... Ah oui, très bien. Pardon, excusez-moi, je ne voulais pas prendre la parole comme ça. Mais c'est juste, moi j'aimerais m'exprimer sur
le vote, je suis pas trop d'accord avec mon ami, parce que honnêtement, je pense que c'est un droit et que ça doit le rester, que c'est une liberté individuelle qui ne doit pas être touchée, vous voyez. On doit rester libre de décider si on veut aller voter ou si on ne veut pas. Et justement, c'est la liberté d'expression, vous voyez. Je trouve que si on met une obligation de vote, eh ben, ça limite la liberté d'expression, parce que ne pas aller voter, c'est aussi s'exprimer quelque part, c'est exprimer que y a pas, on ne se sent pas représenté, ou je ne sais pas comment expliquer, mais enfin... C'est très clair, c'est très clair et bravo. Madame Ponce, attendez que le micro se branche. Allez-y. Je voudrais rajouter qu'il y a une période quand même récente, les femmes ne pouvaient pas voter et qu'elles se sont battues pour voter. Alors que maintenant, nous avons ce droit, il faut s'en servir. Il faut s'en servir, homme ou femme. Bon, je compte... Dix mains levées et je ne prendrai pas de questions supplémentaires. 10. Ah ben 11 alors maintenant. 11 pour cette... On commence par cette dame. Bonjour, bon, moi je vais un peu changer de sujet. Je suis toujours dans la démocratie. Simplement, j'étais assez choquée quand on a mis le quinquennat en place, parce qu'on a fait coïncider les élections présidentielles avec les élections législatives. Et ça fait que nos présidents de la République, les deux derniers, ils ont une majorité énorme à l'Assemblée. Et je pense que ça crée un vrai problème de démocratie. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais est-ce que je puis vous dire que c'est pas du tout dans le texte? Et c'était le cas longtemps avant. Parce que le président de la République a le droit de dissolution de l'Assemblée. Quand François Mitterrand a été élu en 1981, il a aussitôt dissous l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'il a eu une majorité importante, confortable. Moi, j'ai voté pour que l'élection législative puisse venir après la présidentielle, pour une raison très simple. C'est que si ça n'avait pas été le cas, si les législatives étaient maintenues avant la présidentielle, vous auriez eu à perpétuité les deux partis, droite et gauche, qui auraient eu le monopole de la représentation. Il y aurait eu dans chaque circonscription un candidat de droite contre un candidat de gauche. C'était comme ça que ça se passait avant. Et l'élection du président serait venue après, mais ça n'aurait pas changé la structure politique. J'avais, à l'époque où j'ai soutenu cette idée, j'avais employé une formule que je crois encore juste, qui était « il faut rendre aux Français le crayon de l'architecte. Il faut qu'ils puissent dessiner la maison. » Et pas être prisonnier des maisons qui existaient avant. Parce que le monopole du Parti socialiste et de l'UMP sur la vie politique française, c'était à mes yeux une faiblesse. Je l'ai combattu beaucoup. Et pour ça, il fallait qu'il puisse y avoir une élection présidentielle qui change le paysage. Mais pour le reste, il n'y a rien de changé dans la loi. Si demain matin, le président de la République, un nouveau président était élu, il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est dans la Constitution. Voilà, c'était monsieur en bleu. Bleu pâle. Bon, au dernier débat, j'avais dit qu'avec tout ce qui ressortait de ces débats, il y avait de quoi alimenter 3 ou 4 quinquennats au moins. Alors je vais me limiter à parler des sujets de démocratie concernant l'exercice 2019. Tout d'abord, je voudrais répondre à la question qui a été posée par Madame sur le vote blanc. Moi, ça fait très longtemps que je réfléchis à ce sujet. J'ai voté blanc une fois dans ma vie, lors du référendum sur la Nouvelle-Calédonie, parce que je n'avais rien compris sur le fond.
Il y avait un texte qui faisait des centaines de pages. J'ai dit non, ça devrait être, la question devrait être posée là-bas. Ici, je ne vois pas trop. Et je me suis dit, et si le vote blanc était pris en compte, qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, admettons qu'à la dernière élection, je ne me souviens plus au second tour combien il y a eu de vote blanc, mais il y en a eu, je crois, pas mal. Si on le prend en compte, le résultat affiché ne serait pas le même. Qu'est-ce qui est sorti du second tour à la dernière élection présidentielle? Monsieur Macron, 65%, Madame Le Pen, 35%. Si vous intégrez les votes blancs, vous pouvez vous retrouver avec un résultat qui serait vote blanc 18, Monsieur Macron 49, Madame Le Pen un peu moins. Non mais le chiffre est faux. Hein. Le chiffre est faux, mais c'est une supposition si jamais on disait on va compter les votes blancs et on affichera le vrai résultat. Alors quand j'étais jeune, je discutais de démocratie avec mon père. Et je lui disais, explique-moi ce qui est important dans la démocratie. Il m'avait dit, dans la démocratie, il y a un truc qui est important, c'est l'isoloir. Alors je lui dis, pourquoi l'isoloir? Il me dit, parce que c'est la liberté absolue de décider sans l'influence de son mari, de son père, de sa mère, de qui que ce soit. Là, vous êtes seul. Et quand il était lui-même président de bureau de vote, quelqu'un qui ne passait pas dans l'isoloir, il disait, Madame, vous repassez dans l'isoloir. Voilà. Alors, je n'ai pas le souvenir d'avoir appris pendant mes études assez de choses sur ces fonctionnements démocratiques, ces rouages démocratiques, etc. Et je mets sur le compte des carences de l'éducation civique les abstentions qui se développent parce que le monde est compliqué et les jeunes, bon, ils ont fait d'autres choix. À la dernière législative, il y avait quand même 58% ou 57% d'abstention, rappelez-vous. Et chez les jeunes, plus de 70%. Donc là, ça doit interpeller quand même. On se dit, mais on va où là? Bon. Et donc, je pense qu'il faut absolument réexpliquer ces fondamentaux. Si c'est raté pour une génération, eh bien, c'est peut-être aux médias de rappeler ces choses-là, parce qu'il ne faut pas confondre la France avec une dictature. Et tout à l'heure, j'ai été très sensible, M. Bayrou, quand vous avez parlé de la problématique européenne par rapport à ce qui se passe dans le monde, en Chine, en Russie, en Amérique, etc. Donc je reviens sur l'exercice 2019. Il y a une chose qui m'a inquiété beaucoup la semaine dernière. On apprend que le président de la République, que l'on voit en campagne de débat, bras de chemise retroussé, très performant intellectuellement, connaissant tous les sujets, très bien, il reçoit 4 ou 5 journalistes et il lui pose des questions. Et ces journalistes viennent tout de suite sur les médias raconter les questions qu'ils ont posées, les réponses qu'ils ont eues. Et on apprend, ça vient presque officiellement, ben oui, je n'écarte pas l'hypothèse d'un référendum. Et ce référendum pourrait peut-être être tenu au moment des élections européennes. Je rappelle qu'on est à 100 jours de l'élection européenne, qu'il n'y a pas de campagne électorale. C'est un scandale. C'est grave. C'est grave. Non, il n'y en a pas actuellement. On devrait être en pleine campagne. On a eu 2 ans de campagne pour la présidentielle, qui est devenu un casting infernal. Ça a été noyé par les affaires Fillon et compagnie, et les primaires, etc. Et là, enfin, on vient sur des vrais sujets de fond. On réfléchit, on s'interroge, on se pose des questions fondamentales quand même sur l'évolution de la société, du monde, du fonctionnement démocratique, etc. Bon, donc je considère qu'il faut protéger cette élection européenne. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un référendum fait à la va-vite pour tenter de sortir avec un truc rapide, là, hop. Et le 26 mai, tout est fini, référendum, européen, etc. Rassurez-vous. Il n'aura pas lieu. Moi, je peux me tromper. Il n'aura pas lieu. Mais en tout cas, je signe dès demain votre affirmation. Il n'y aurait rien de pire que d'étouffer le grand sujet européen sous des sujets de polémique intérieure qui nous empêcheraient de réfléchir à l'essentiel. Exactement. Voilà. Bon. Alors ensuite, par contre, que le grand débat débouche sur quelques annonces planifiées du président de la République, qu'il annonce qu'il va faire un référendum sur une réforme démocratique en profondeur des institutions, ça me va très bien. En juin ou en septembre, bon, à la limite, peu importe, mais il faut quand même laisser le temps d'un débat, d'une campagne. Il ne faut pas faire ça dans la précipitation. Non, il ne faut pas dans la précipitation. C'est pour ça que moi, je verrai ça plutôt à la rentrée.
Admettons qu'il y ait un vrai débat là-dessus, avec un projet qui est de la gueule, qui disent « Ah ben oui, là, on a un peu déverrouillé cette 5e République qui était cadenassée parce que le général de Gaulle avait voulu sortir des écueils de la 4e et faire un truc qui permettait d'avancer, de tracer. Bon, 60 ans qui sont passés là-dessus maintenant. Et donc, on ouvre, on propose, on prend en compte les votes blancs, on met une dose significative de proportionnel. Je crois avoir entendu ça pendant la campagne électorale. Et donc, on propose ça. Si ce sujet est crédible, il y a un moyen pour que le président de la République ne le laisse pas transformer en référendum pour ou contre Macron. Il y a un moyen. Il dit, si vous votez ce projet, vous voyez bien que l'Assemblée nationale issue du mode de scrutin préalable n'est plus légitime. Donc, si le oui l'emporte, je dissous l'Assemblée et avec le nouveau mode de scrutin, on reprocède à une élection. Et là, on a une vraie relance politique qui peut se faire nourrie par tout ce qui a été traité dans le débat national. Et vous pouvez très bien faire une législative en fin d'année, en décembre ou en janvier, enfin peu importe, on peut faire cette élection politique cette année. Là, on dirait, ah ben quand même, il y a eu des actes démocratiques. On était un peu dans la panade, on n'en est pas sorti avec 2 pirouettes et puis 150 € de la prime d'activité et des fiscalisations ici ou là, et puis terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Ça pourrait avoir quelque chose d'un peu plus profond. Ça n'empêcherait pas d'autres mesures que j'ai proposées la dernière fois sur l'ISF et compagnie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà pour l'exercice 2019. Je reviendrai pour les suivants. Très bien. Alors, monsieur, bien qu'il ait déjà parlé. Donc, je vais être très court et abrégé. La première chose, ça tient en quelques mots. Je suis le peuple. Nous sommes ici tous le peuple, pas seulement les gens qui sont au fond de la salle. Hein, tous, nous sommes le peuple. Personne ne parle tout seul au nom du peuple. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je vais très vite, si on veut changer la Constitution, si on veut mettre de la proportionnelle, si on veut redonner au Parlement le rôle de faire les lois, il faut que les élus et il faut que le système politique change, parce que tant que les partis politiques s'afficheront dans des positions au lieu d'essayer de résoudre des problèmes, et inévitablement, dès qu'on aura mis de la proportionnelle, dès qu'on aura redonné à la Chambre son rôle, eh ben ça remerdera comme ça merdait au cours de la 4e République, on se bloquera les uns les autres. Voilà. Et donc, j'en profite pour répondre à la fois à M. Marziou et à la jeune fille qui parlait tout à l'heure d'écologie. Il y a vraiment une opportunité pour les Français de réaliser ça, c'est-à-dire de se mettre d'accord entre Français sur un programme, sur quelque chose, sur une réponse concrète. C'est bien la transition énergétique, nos engagements en matière de pollution et la biodiversité. Je pense que tous les Français raisonnables sont d'accord sur 90% des solutions qui doivent être appliquées. 80% des partis raisonnables sont d'accord au fond sur ce qu'il faut faire. Donc moi, je proposerai à notre gouvernement, notre nouveau ministre de l'écologie, d'attirer à lui des représentants des partis et de mettre en place un document qui serait éventuellement placé au niveau de la Constitution, qui dirait voilà ce que la France s'engage à faire sur la transition écologique, etc. Et que... Je crains que vous ne l'ayez déjà dit. Je veux pas... Non, je vous l'ai écrit, M. Bayrou. Non, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais je ne l'avais pas dit sur l'écologie. Vous avez brillamment exposé ça, et donc, simplement pour que ça avance un peu, Oui, moi je vais aller assez vite parce que monsieur devant moi a déjà dit une partie de ce que je voulais dire. On parlait tout à l'heure quelqu'un a parlé de la conclusion, enfin des synthèses de ce débat. Ce qui était proposé est sûrement intéressant, mais à mon avis, c'est sur du très long terme. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même aussi une urgence. Si ce grand débat il a lieu, c'est parce qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes qui nous donne quand même une leçon de démocratie dans la façon dont il fonctionne, même si on peut ne pas avoir
même si on n'a pas compris forcément toutes les revendications qu'ils ont, parce qu'ils en ont, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas apporté des choses, ni demandé des choses. Ils demandent beaucoup de choses très concrètes, sur lesquelles il peut être apporté des réponses politiques rapidement, pas sur toutes. La démocratie, il faut effectivement, je suis d'accord, c'est un temps long pour changer la façon de faire vivre la démocratie dans notre pays. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier les deux temps, c'est-à-dire le temps de l'urgence par rapport à la situation sociale dans laquelle on est aujourd'hui, que les mouvements des Gilets jaunes a exprimé et expriment depuis maintenant près de 3 mois, et ce débat à long terme. Donc voilà, donc n'éludons pas la réponse urgente qu'il va falloir faire à la situation sociale d'aujourd'hui. Ceux qui ont déjà parlé, je supplie que s'ils le peuvent, ils s'abstiennent. Les autres n'ont pas parlé. Moi, je voudrais rajouter, par rapport à tout à l'heure, on ne se pose pas assez la question en fait, de comment est faite la démocratie. C'est-à-dire qu'à l'époque où la démocratie a été faite, il n'était pas possible de réunir 1 million de gens dans une même pièce. Donc, il est né le système de représentants. En quoi on a encore besoin de ces représentants actuellement? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Parce que la foule fait souvent des bêtises. Non, la possibilité... Victor Hugo... Donc, ça veut dire que si... Victor Hugo, un jour, a dit quelque chose que je considère comme magnifique. Il a dit « La foule est l'ennemi du peuple ». Donc la démocratie ne marche pas, puisque c'est l'expression de la foule. Non, pas du tout. C'est pourquoi on a besoin de démocratie représentative. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque on a aboli la peine de mort, 65% des Français étaient pour le maintien de la peine de mort. Et puis, il y a eu des représentants élus. Ces représentants avaient une conviction. Robert Badinter, que j'avais invité ici l'an dernier, Robert Badinter est monté à la tribune et contre l'avis majoritaire de l'opinion publique, les représentants, en conscience, ont fait le choix d'abolir la peine de mort. Pour moi, ça, c'est de la démocratie. Donc ça veut dire que, en gros, les gens qui étaient le plus confortables socialement et donc le moins confrontés à tous les problèmes, on va dire, de délinquance, eux ont choisi. Non, mais si vous êtes pour la peine de mort, vous avez le droit. Je vous dis pas ça. Vous avez le droit. Je suis en train de vous dire que vous-même, vous me dites que... Mais je prétends que toutes les avancées sociales les plus importantes, toutes les avancées civiques les plus importantes ont été obtenues très souvent par des gens qui n'étaient pas de l'avis de la majorité. Et après... les gens ont compris qu'ils avaient raison. Et c'est comme ça que les peuples avancent. En tout cas, moi, je suis pour la démocratie où on élit les gens et pas d'autres formes. Donc, c'est pas une donc vous venez vous-même de dire qu'à 65% les gens étaient pour le maintien de la peine de mort. Donc, il n'y a pas eu de démocratie. Puisque du coup, le peuple... Monsieur, c'est logique. C'est ce qu'on appelle... Passons sur ce sujet. C'est ce qu'on appelle un sophisme. Hein? Ça a les apparences de la vérité et c'est en réalité quelque chose qui trahit la vérité. Voilà. Les peuples ont droit d'avoir une vie politique, les peuples ont droit à réfléchir ensemble, les peuples ont droit à avoir des représentants qui ont investi beaucoup d'eux-mêmes dans les décisions à prendre et ils les élisent pour cela. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas de l'élection, je vois bien. Simplement, ils sont minoritaires à 1 contre 98. Mais je regrette infiniment de dire que dans tous les pays du monde, démocratie, ça veut dire élection. Donc, ça veut Parce que ça n'est ni le tirage au sort, ni les effets de foule, ni les effets de meute. Donc, si je suis votre, c'est la possibilité de réfléchir. Ça veut dire que donc, la capacité, on va dire... technologique à récolter les suffrages de tous les gens n'est pas la raison pour laquelle on a cette organisation de démocratie. La raison pour laquelle on a cette organisation de démocratie, c'est parce que les représentants
prennent des meilleures décisions que les petites gens. C'est ce que vous êtes en train de dire. Monsieur, je ne tolère pas que vous puissiez utiliser le mot petites gens. Je suis un fils de paysan de la plaine de Naï. Et toute ma famille, et tous mes amis et tous mes proches étaient des petites gens. Et je n'accepte pas que quelqu'un qui n'a aucune légitimité puisse traiter de petites gens ceux qui sont de mon milieu social. Donc je récuse absolument cette manière d'être. C'est le mien aussi. Voilà. Donc, mais, je ne tolère pas ça. Qu'est-ce que c'est cette condescendance? Non, je suis dans les petites gens puisque je ne suis pas un élu. Voilà. Donc je suis moi-même condescendant. Les petites gens, c'est des citoyens. Donc, les petites gens, c'est des citoyens. Alors les citoyens, si vous voulez. Voilà. Donc ça veut dire que ces citoyens-là, eux, ont moins de compétences que vous pour prendre des bonnes décisions. C'est ce que vous me dites. En rien. Moi, je ne suis pas élu. Je suis élu à Pau. Je ne suis pas parlementaire. Je l'ai été pendant longtemps. Mais je n'ai aucune compétence de plus. Je suis un citoyen qui croit au débat, qui se forme, qui s'articule et qui s'exprime dans des assemblées parlementaires. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Et les pays où il n'y a pas d'assemblée parlementaire, c'est des dictatures. Je suis désolé de vous dire ça. Oui, mais ne pas avoir d'assemblée n'est pas forcément la même chose que la fonction de cette assemblée. Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est-à-dire qu'actuellement, l'assemblée, elle, définit ça va être appliqué, ça ne va pas être appliqué. Ah, ils prennent leurs responsabilités. Voilà. Donc, cette assemblée, elle, n'apporte pas de solution. Son but est de voter une loi, n'est pas de nous faire voter quelque chose. Quand on vote pour... C'est exactement le problème du vote représentatif de tout à l'heure. C'est-à-dire que cette assemblée m'oblige, cette élection m'oblige à prendre tous les choix de quelqu'un. Or, tous les choix de quelqu'un n'est pas la manière qu'on peut faire maintenant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Technologiquement, ce n'est pas la raison pour laquelle on fait une démocratie que la démocratie a été faite comme ça. Si vous voulez que l'âge diminue, la raison, elle est là. C'est que ça n'a pas de sens. Quand on est jeune, là, actuellement, cette organisation, elle n'a pas de sens parce qu'elle ne correspond pas aux moyens qu'on a actuellement pour la faire. Excusez-moi, ça n'est pas parce que vous dites ça n'a pas de sens que votre propos est sensé. Moi, je trouve votre propos insensé. Mais bon, c'est une différence d'opinion entre nous, hein. Monsieur. Bonsoir. Donc je reviendrai sur la démocratie, pas forcément la démocratie, mais le fonctionnement du système politique français. J'ai quelques propositions. Premièrement, c'est casier judiciaire vierge pour tout élu. Non-cumul strict des mandats. Limitation à 3 mandats pour tout citoyen. Le métier d'élu, pour moi, c'est pas un métier. Démission obligatoire en cas de mise en cause judiciaire, et je dirais pour l'ensemble des mandats. Indemnité définie en multiples de SMIC. Par exemple, un maire de petite ville, 2 SMIC, 3 SMIC, 4 SMIC, et ainsi de suite. Toutes dépenses de fonctionnement d'élu, transport, repas, frais d'hôtel, mise en ligne pour que tout citoyen puisse les consulter, et temps de présence obligatoire à l'Assemblée. Instauration d'un quorum, je mets 75%, mais ça reste à définir, pour tout vote à l'Assemblée. Ensuite, je suis contre les assemblées qui se terminent à 3 heures du matin. Pour moi, il y a des horaires entre guillemets normaux et pas normaux, et ça rendrait la vie citoyenne, ou du moins le fonctionnement de la vie politique peut-être plus attrayant pour les citoyens. Instauration d'un vote blanc avec récusation des candidats en cas de vote blanc majoritaire. Je suis désolé, il faut en faire quelque chose. Vote obligatoire parce qu'on est français ou on est citoyen, donc on a des obligations. Et pour finir, toute loi électorale ou tout fonctionnement des institutions validées par référendum. Moi, je suis très choqué que des élus puissent voter leurs propres règles. Merci. Il me reste 2 doigts levés. Ah non, vous ajoutez sans cesse. Non, j'avais dit 10,
C'est le maximum. Allez. Monsieur au deuxième rang. Bonsoir à tous. Pour le vote obligatoire, j'ai une autre proposition, c'est la vaccination contre la grippe obligatoire, parce que ça coûte une fortune. Déjà, l'absentéisme... J'aurais dû suivre votre règle, monsieur. Déjà, depuis janvier, 200 morts. Comptez, ça fait sur le temps de la grippe, et on n'est pas au pic, ça coûte 2 millions d'euros quand c'est une période tranquille. Ça peut monter à 32 millions d'euros. Merci beaucoup. Le monsieur en... C'est au sujet de la possibilité de rendre le vote obligatoire. Moi, mon opinion, c'est que je suis contre ça. Et vous l'avez dit déjà? Non. Vous étiez contre? Ah non, pas du tout. Non. Ah, je crois, je me trompe. Non, pas du tout. Je n'ai pas abordé ce sujet. Donc, je suis plutôt contre. Et mon intuition, c'est que ça serait même contraire à l'esprit de la démocratie. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il me semble que dans une démocratie, dans une véritable démocratie, l'homme est regardé comme citoyen. D'ailleurs, on dit déclaration de l'homme et du citoyen. On ne sépare pas. Or, un citoyen, c'est un sujet de droit et de devoir. Donc, voter, ça fait partie de nos devoirs. Si c'est un devoir, ça veut dire ceci, c'est quelque chose que je dois faire, mais que je pourrais ne pas faire. Ce sans quoi, ce n'est pas un devoir. C'est toujours ça le devoir. Je dois le faire, mais je peux ne pas le faire. Je suis un être libre. Or, si le vote devenait obligatoire, ça cesserait d'être un devoir et ça devient une contrainte. On est contraint de le faire. Et là, je suis contre parce que, en quelque sorte, le citoyen doit toujours être regardé comme un sujet doué de liberté. Absolument. Ça, c'est absolument fondamental. Merci beaucoup. Monsieur derrière vous, dernier intervenant inscrit. Oui, bonsoir à tous. Moi, je voudrais m'exprimer, enfin, c'est par passé professionnel, ancien contrôleur de gestion et auditeur. Chaque année, la Cour des comptes pointe des dérives au niveau des dépenses avec des ponts qui ne servent à rien, des routes qui mènent nulle part, des gares qui sont sous-utilisées ou pas utilisées, des travaux qui sont commencés puis arrêtés à cause d'une grenouille de couleur multicolore qui risque de troubler certains verres. Donc je souhaiterais savoir comment peut-on renforcer les pouvoirs au-delà des recommandations qui sont faites par la Cour des comptes, donc par son premier président, M. Didier Migaud, et Michel Papalardo, qui est la rapporteure, avec son armée de magistrats financiers, puisqu'il y a une magistrate à la tribune. Je souhaiterais savoir de quelle façon on peut éviter ces dérives et donner un peu plus de pouvoir de sanction à la Cour des comptes, au-delà aussi des constatations qui sont faites par la Chambre régionale des comptes. J'en prends un exemple ici qui m'a un peu surpris, mais bon, c'est un roi-telet de région qui l'a décidé. C'est la création de la ligne Oloron-Bedouce qui a coûté 120 millions, avec un projet d'extension vers Canfranc qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour, d'après ce que j'ai entendu, de la part des déclarations du gouvernement, etc., etc. Comment peut-on se permettre d'effectuer de telles dépenses sur le budget de la région et aux frais des contribuables? D'avance, merci. Vous me permettrez de dire que des goûts et des couleurs sur le sujet du Canfranc, on ne discutera pas. Parce que moi, je pense, par exemple, que la Pau Canfranc, c'est un héritage qui nous est venu d'une période extrêmement courageuse, et que nous verrons le Pau Canfranc réouvert. Parce qu'on ne va pas continuer à entasser sur la route des camions, des trafics qui sont extrêmement pénalisants pour la vallée.
Moi, je suis très fier que les générations anciennes aient fait le Pau-Canfranc avec un tunnel hélicoïdal absolument superbe. Et je suis heureux de la perspective qu'un jour, on réouvre. Et ça coûtera, écoutez bien, 50%, 50 milliards de moins que la traversée centrale des Pyrénées qu'on promet depuis des années et qu'on ne verra pas de sitôt. Moi, je suis favorable. Mais des goûts et des couleurs, on a le droit de discuter. Je suis un défenseur de cette voie ferrée formidable, mais je suis minoritaire dans mon camp. Hein. Merci beaucoup. Sur tous les points. Sur tous les points, la preuve, c'est que vous restez. Donc, j'ai oublié de signaler, je prends un exemple, les fonds structurels, les fonds européens structurels d'investissement qui sont utilisés sans aucune transparence, avec des défaillances de gestion qui sont énormes. Je ne critique pas le fond, je critiquais ce point.